ce coin-là. Bienvenue aux Forges de la Saint-Maurice. Le diable. C'est bien, hein? C'est ici même que la première industrie sidérurgique du pays y a vu le jour au XVIIIe siècle. En 1729, François Poulain de Francheville, seigneur de Saint-Maurice, fait une proposition au roi. Il veut investir dans l'exploitation du minerai de fer de sa seigneurie. Il obtient le consentement royal et fonde sans tarder la Compagnie des Forges du Saint-Maurice. Malheureusement, il meurt subitement en 1733. Le site choisi est idéal. Avec son ruisseau, débit régulier pouvant actionner la série de mécanismes nécessaires à la production de la fonte et du fer. Les matières premières essentielles pour produire la fonte sont disponibles à proximité. Du fer en surface, facile à extraire, de grandes forêts pour la fabrication du charbon de bois, et enfin, des carrières de pierres calcaires. Son plateau se prête bien à la construction de bâtiments, et la rivière Saint-Maurice, en contrebas, mène droit au fleuve. C'est la voie privilégiée pour transporter des matières premières et pour expédier les produits finis à Trois-Rivières et, de là, vers Québec et Montréal. Il est grand temps que la Nouvelle-France produise sa fonte. La colonie est en pleine croissance et les besoins matériels se multiplient. La naissance des forges du Saint-Maurice marque le début d'une histoire coulée dans la fonte. Un siècle plus tard, le développement des forges du Saint-Maurice connaît son apogée. En ce printemps de 1843, 425 hommes, femmes et enfants habitent le village. C'est la plus forte population jamais recensée. Les quarts de travail durent 6 heures. Les conditions sont particulièrement exigeantes. L'eau au fourneau fonctionne sans arrêt, d'avril à novembre. Une coulée de fonte le jour et une autre la nuit. Les gros marteaux des forges retentissent au rythme de 100 coups à la minute, et cela jour et nuit. L'utilisation du charbon de bois comme combustible laisse une poussière noire partout dans les ateliers et les environs. Le village des Forges du Saint-Maurice, avec son industrie bruyante et poussiéreuse, se démarque des villages agricoles environnants.
Tous les bâtiments, y compris les habitations du village, appartiennent à la compagnie des forges. Les horaires contraignants forcent les ouvriers à vivre à proximité de leur lieu de travail. La majorité de la population active travaille à l'industrie du fer et de la fonte, tandis que certains artisans pourvoient aux besoins des habitants. Ils forment une communauté distincte. Les ateliers répartis le long du ruisseau forment le cœur du village. Ils ne subiront aucune modification majeure et marqueront le paysage durant toute l'histoire des forges du Saint-Maurice. Tout en haut se dresse le haut fourneau et ses halles. C'est là que le fondeur et son équipe préparent et procèdent à la coulée de la fonte. La mouillerie lui est attenante. Un peu plus bas, dans la pente, se trouve la forge haute et enfin la forge basse, érigée près de la rivière. Les maisons unifamiliales sont destinées aux travailleurs spécialisés et aux artisans, alors que les ouvriers sont regroupés par métier dans les corps de logis. Les charretiers, charbonniers et autres journaliers saisonniers logent dans les baraques. On a dénombré jusqu'à 55 habitations sur le site. Les travailleurs et leurs familles trouvent sur place tout ce qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Lieu de culte, magasin général, boulangerie et four à pain, glacière, moulin à scie et à farine, écurie, grange et étable. À ses débuts, la population des forges compte surtout des ouvriers célibataires et du personnel de direction. Avec le temps, les familles s'installent et forment une communauté originale, comme il n'en existe nulle part ailleurs dans la colonie. L'appartenance professionnelle joue un rôle clé dans l'organisation de la vie sociale et familiale. Les pères transmettent leur métier à leurs fils. Et il n'est pas rare que des mariages se célèbrent entre les membres de familles de même métier. Ici, la profession et le métier déterminent le rang social. Au sommet règnent le maître de forge et les administrateurs, comme le surintendant, les contremaîtres, les commis. Viennent ensuite les ouvriers spécialisés, comme le fondeur, le garde-fourneau, le marteleur, le mouleur, le charbonnier, de même que divers artisans comme le forgeron et le menuisier. Enfin, les journaliers et les manœuvres constituent la base de la main-d'œuvre. Ces travailleurs saisonniers proviennent souvent des villages avoisinants. Les femmes sont exclues des travaux de l'entreprise. Pourtant, leurs responsabilités sont nombreuses. En plus des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, elles s'occupent d'élevage, de jardinage et de cueillette. Quant aux enfants, ils sont vite mis à contribution pour les menus travaux. C'est ce monde ouvrier qui se reproduit en microcosme aux forges du Saint-Maurice pendant plus de 150 ans. Au début, sous l'administration royale, une grande partie du fer produit aux forges est destinée à la construction navale et à l'arsenal militaire. Avec le passage du régime français au régime anglais, les forges du Saint-Maurice voient défiler diverses administrations publiques ou privées. Malgré ces changements, l'industrie s'adapte aux besoins du marché.
Son succès repose sur la qualité de ses produits domestiques et industriels. On y fabrique, entre autres, des chaudrons, des marmites et un éventail d'outils et d'ustensiles utiles aux habitants. Leur renommée est surtout attribuable à la fabrication des poêles à bois. Avec le temps et l'expérience, ils apprennent à faire face aux interruptions de travail dues aux maladies, aux bris mécaniques, aux incendies fréquents et parfois même aux accidents majeurs. Sont soumis à des horaires stricts et à un dur labeur. La compagnie se préoccupe de leur bien-être en leur fournissant une alimentation riche et consistante. Elle leur procure des rations quotidiennes de viande et de pain, débitées à même leur salaire. La majorité des familles complètent ce menu de base en entretenant un petit potager où poussent choux, oignons, patates, pois, citrouilles et blé d'Inde. Pour améliorer l'ordinaire, elles ont recours également à la cueillette de petits fruits sauvages. Certaines possèdent une vache de lait, des porcs, de la volaille et des chevaux qui servent au travail. La nature étant généreuse, on compte également sur les produits de la chasse et de la pêche. Surplombant la rivière et la ravine où coule le ruisseau, la grande maison est l'une des plus vastes demeures privées de son époque. Elle sert à la fois de résidence au directeur et au maître de fort, de centre administratif et même, à une certaine période, de lieu de culte. C'est la seule habitation en pierre du village, une garantie contre le feu car elle sert à la fois de magasin général et de lieu d'entreposage de produits variés. Grains, farine, viande salée, condiments, sucre d'érable, boissons et marchandises de toutes sortes. L'approvisionnement des travailleurs s'avère particulièrement important à l'approche de l'hiver. Pendant plus de 150 ans, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont travaillé et vécu dans le village des Forges du Saint-Maurice, comme en témoigne une riche tradition orale. Cette communauté industrielle unique à son époque occupe une place privilégiée dans l'histoire sociale et économique de la Mauricie. Les Forges du Saint-Maurice ont joué un rôle déterminant dans l'essor de la colonie, d'abord française puis britannique. Elle signe ainsi une page de l'histoire économique de tout un pays.
réseau s'éteint pour la dernière fois en 1883, après 153 ans d'activité. Le village qui l'entoure ne survit pas à la fermeture des forges du Saint-Maurice. Les bâtiments disparaissent un à un, démantelés ou usés par le temps. Aujourd'hui, ce lieu historique national rend hommage aux tout premiers ouvriers du fer d'ici, et l'histoire qu'il commémore résistera à l'usure du temps puisqu'elle a été coulée dans la fonte. Alors voici les fameux poêles des forges de la Saint-Maurice, avec les chaudrons. Ainsi, les récipients de cuisson supportés par des petites plaques sont remplacés par des chaudrons à fond. En tout cas, ils faisaient quelque chose de beau, Oui, oui. de super beau. Ils faisaient même des socles de charrues. Des charrues. Ils sont montés par le côté. Des roues de train, ça. Oui, dans ce temps-là. Des roues de wagon. Quand on commence à faire des Quand ça ressemble à ça, des Ouais, puis ça, c'est quoi? mais c'est pour aider à faire Ah, pour mettre dedans. c'est fonctionné. Je suis Ça, c'est les lingots, là, La chute dans le Saint-Catherine. Ça, c'est les roues. Ah, on doit l'application de la potasse. Les roues qui brassent au cache, ça brasse tout de suite le temps sans C'est la la potasse pour le blanchiment des tissus et la fabrication du savon.
C'est une affaire ancienne. Dans les défrichements des forêts de bois dont les cendres Travailler dur dans ce temps-là. Les voilà, les roues de wagon. de fond donnent un résidu pâteux non raffiné appelé lessive. La potasse de cendre et de bois franc est à peu remplacée par la potasse Mais naturelle. ça, c'est le savon. Il faut baisser sa tête hein, ici. Le voilà le diable. La maquette de la grande maison. Les fouilles archéologiques. La grande cheminée. Des vestiges des forges de Saint-Maurice, hein? Les sous-sols. Tu l'as amené là-dessus? C'est mieux encore pour ça, mais ce qu'ils font, c'est cher. Eux autres, ils font des toits là-dedans. Descendant le côté.
Tous des outils, des choses récupérées lors des fouilles archéologiques. Voilà des moules. Alors voici la trouvaille en question. La maquette, tu peux voir. Ah, ici. Et de la maquette à voir, après ça, on peut sortir par là? Oui. On appuie sur un bouton puis elle marche. Pour aller au-dessus. Une belle chaise antique. En fait, une partie de dame, Ginette. Non, je sais pas. Hein? Des vieux buffets d'autrefois, avec la vaisselle aussi, la belle vaisselle, faïence, porcelaine. Et là-bas. C'est bien.
Tiens, l'eau qui va faire tourner la roue. Elle tourne pas aujourd'hui. La grande roue, hein? Impressionnante la roue. Alors vous voyez ici, c'est la grande cheminée des forges de la Saint-Maurice. Ce qu'il en reste. Avec quelques vestiges. Alors ici, on arrive à la rivière Saint-Maurice. On y voit la fontaine du diable là. Hein? On va y aller à la fontaine du diable. Alors voilà la rivière Saint-Maurice. Ici aux forges de la Saint-Maurice à Trois-Rivières. Alors c'est assez grand. C'est quasiment plus grand que la Garonne. Ah, et puis on dit que c'est une rivière, vous voyez. Alors là, on s'en va à la fontaine du diable. Allez, on va allumer la fontaine du diable. C'est du gaz qui sort d'ici, là. Il dit, mets-toi à genoux, lui. Lui, il me les casse. On a vu un bout de feu. Ouais, on l'a vu, hein? Non. Bon, mais c'est assez, il n'a pas. Attends, c'est pas fini. Je pense que c'est fini. Bon, Henri va essayer d'allumer le feu du diable. Ouais, s'il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas de verre. Tout bien, t'as bien te plier. Il y a du vent. Faudrait que tu te plierais. Hein. Me plier. Oui, parce que c'est le vent. Merde. Puis ça brûle. Non, il n'y a plus de gaz. Alors,